coloscopie. Je sais plus, c'est ton nom que je dois dire là. Coloscopie, ça te concerne plus que moi. Ah non, c'était moi, pardon. Donc c'est Bruno Solo. Laurent Baffy. Bruno Solo, bonjour. Salut Laurent. Alors, tu es né un 23 septembre comme Romy Schneider, Julio Iglesias, Ray Charles, Bruce Springsteen et Cyril Hanouna. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Pourquoi tu ris? Parce que j'ai cru que la question allait être inversée. Mais je sens que je vais y avoir droit quand même. Bon, Bruce Springsteen, c'est mon idole, mais j'aurais adoré rencontrer Romy Schneider, ça c'est sûr. J'ai cru que tu allais me dire j'aurais adoré rencontrer Cyril Hanouna. Mais je risque, évidemment, le risque que je puisse le rencontrer existe. Alors moi, Alors que les autres, il y a moins de chance quand même. Je fais partie des gens qui ne sont pas sensibles à Bruce Springsteen. Je quantifie bien le nombre Ouais. de millions de fans qu'il a. Ouais, moi, je suis un fan. Hein. Et Moi, l'album The River, ça reste une des références. C'est un des albums que j'écoute le plus régulièrement de tous. J'aime sa voix, j'aime son engagement, j'aime ce qu'il raconte. Il y a un côté Steinbeck, Raisin de la colère et tout. C'est un immense artiste. Donc, tu es né le 23 septembre à Paris 3e, très jeune. Ton père te fait honte. Et plus tard, tu décides de changer de nom de famille parce que tu t'appelles pas Bruno, tu t'appelles Lassalle. Ouais. Et ton père, c'est Jean Lassalle. Il voulait t'envoyer un message, Jean Lassalle. Ton papa. Oui. Alors, mon père, c'était Jacques Lassalle, déjà. Mais bon, comme il y a de la blague, je vais pas casser la blague. Donc, j'écoute la blague de celui qui pourrait être mon oncle putatif et qui, Dieu merci, ne l'est pas. Ton papa. Non, mon père était un homme absolument exceptionnel, formidable. C'est ma référence, mon éclaireur. C'était tout pour moi. Je lui parle plus. Tu vas nous quitter, c'est ça. Tu as honte de moi, c'est ça. Ma mère, à mes 8 jours, elle me sortir de son ventre, 3 heures pour le corps et le reste pour le nez. C'est ça que tu as. Tu as honte de mon nez, Bruno. C'est ça, tu ne veux plus sortir dans la rue avec moi et mon nez à côté. C'est ça. N'aie pas honte de la salle et de nos belles régions. Reviens, ne me quitte pas, Bruno. Bon, vous vous étonnez pas non plus que j'ai quitté mon père. Hein, vous voyez, à côté de quoi j'aurais grandi, ce que je serais devenu si j'avais continué à le côtoyer. On embrasse Marc-Antoine qui a la gentillesse, Marc-Antoine Lebret, génie. La gentillesse génie de nous faire des... Alors, t'as pas dit pourquoi, en début d'émission, il fallait s'abonner à Roman? C'est quoi les arguments? Eh ben, il faut s'abonner pour ce genre de sketch de qualité. Non, sérieusement. Alors, il faut s'abonner. Si vous aimez l'émission, il faut s'abonner sur toutes les plateformes, c'est ça. Et il faut s'abonner parce que sinon je suis pas payé. Voilà. Ah bah oui, voilà. Non, abonnez-vous. Essentiellement pour ça. Choses. C'est essentiellement pour ça. Laurent Baffy, il est pété de thunes. Hein. C'est ses collaborateurs qui crient misère. Hein. Donc faites-le pour eux si vous avez un peu de générosité et d'altruisme. Donc tu prends le patronyme de Solo. Ouais. Ce schisme familial a laissé des traces. Voilà, tu n'as pas revu ton père qu'on vient d'entendre. Après des études médiocres au lycée Victor Hugo, tu débutes une carrière de journaliste à Concert Magazine. Oui, alors c'était pas des études médiocres, mais pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à ceux qui t'écoutent et qui t'aiment. J'ai enquêté auprès de ton entourage et tout le monde a dit que tes études étaient médiocres. J'étais bon à l'école, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître. Mais en revanche, je n'étais pas journaliste, mais j'ai créé un journal parce que, étant hyperactif, ne réussissant pas à percer dans le métier que j'ai rêvé de faire d'aussi loin que mes souvenirs remontent, comédien, je ramais, je galérais, et donc comme j'aimais aussi la musique, j'étais batteur. J'ai créé un concept de magazine qui s'appelait Concert Magazine, qui était un magazine scandaleux, puisque le principe c'est qu'on allait voir des concerts et qu'un mois plus tard, on en faisait le résumé pour des gens qui ne l'auraient pas vu, comme si ça avait un intérêt quelconque. Et voilà, mais c'était marrant, on était 2 et on le signait, il y avait au moins une dizaine de personnes dans la rédaction, j'avais plusieurs alias, mes copains avaient plusieurs alias aussi, et voilà, c'était Concert Magazine. On a eu 3 numéros et ça s'est arrêté. En 90, tu es figurant dans le public d'une émission animée par Yvan Le Bolloc. Vous sympathisez, c'est le coup de foudre, vous vous quittez plus, vous vous lâchez plus, il y a une sorte d'amitié fusionnelle et une complémentarité, c'est dur, des mots de 5 syllabes, mais j'arrive. Je trouve que tu t'en es plutôt bien sorti. Et c'est alors ensemble vous animez le Plein de Super. Non, le top 50 avant. Oui. Mais c'est comme toi, moi j'ai été découvert, on est des créatures de Ardisson tous les deux, hein. Tous les 3 donc, puisqu'on parle aussi d'Yvan. Mais oui, effectivement, on fait le top 50, enfin Télézèbre, c'est là où ils nous découvrent, et très vite le top 50, puis le Plein de Super. C'était bien le Plein de Super, vous étiez en bagnole dans ce... Alors non seulement c'était bien, mais j'ai un souvenir formidable avec toi, parce que juste après le Plein de Super, c'était ton émission, ta première émission de télé que tu faisais avec tes potes, où je m'en souviendrai, mais toute ma vie,
la première blague, tu achètes une sorte de van. Farce Attack. Farce Attack. Non, c'était Farce Attack. Non, BVP. Baffy vérifie la pub. Et tu pars dans une sorte de tube Citroën comme ça, et tu viens d'acheter ça, et tout le monde se fout de ta gueule. Et tu dis, mais t'as acheté ça, tu pouvais pas acheter une bagnole, ça doit vachement sucer. Et toi, tu dis, moins que ta mère. Et là, je me dis, à une heure de grande écoute, juste après le top 50, il y a Baffy qui balance un truc comme ça. Je me suis dit, je te connaissais déjà, mais je suis devenu un fan absolu de tes potes, là, qui étaient complètement débiles, que tu sodomisais sauvagement sur leur bureau, etc. BVP, je m'en souviens très très bien. Alors, et après nous. Pour la petite histoire, à l'époque, j'interdisais à mes enfants de regarder BVP qui passait à 19h15. Évidemment, c'était d'une vulgarité assumée extraordinaire. Grossièreté surtout. Oui, vulgarité, grossier. Non, mais avec une touche moi, j'ai rien contre une certaine forme de vulgarité, ça peut être quelque chose d'assez intéressant, la vulgarité, dès lors que elle est élevée au rang d'art, quoi. Si la grossièreté pour la grossièreté, finalement, c'est pas si intéressant. La frontière est ténue. Moi, je pense que la grossièreté peut être très très belle. C'est un peu hypocrite de dire la grossièreté. Il y a des choses vulgaires qui sont extrêmement drôles. L'argot est une très 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 belle langue. Ah oui, mais là, c'est un art sémantique. Je trouve que la vulgarité, c'est quand tu rates la grossièreté et que t'es pas drôle. Là, tu peux. C'est ça, à mon avis. Hein. Si elle est bien travaillée, la vulgarité, si elle est assumée, si elle est regardée les droits dans les yeux, il y a certaines vulgarités qui me font rire. Écoute, toi qui as été le grand pote et qui est sans aucun doute encore le grand pote de Jean-Marie Bigard, il assumait une certaine vulgarité. Ah bah, il allait au bout du avec truc. Une sorte de puissance, d'éloquence, une délectation. Une délectation, donc, qu'on peut quand même saluer, quoi. Tout le monde ne sait pas être vulgaire. En 93, tu démarres une carrière d'acteur. Et là, tu as une chance incroyable, c'est que tu t'es embarqué dans une saga. La vérité, si je mens, il y en a eu 3. Et c'est des films énormes. Dingue, hein. Énormes, qui sont cultes aujourd'hui. À telle enseigne, vous en avez fait 3. Il y a même une version gay. Oui, je sais pas. Si, La vérité, si je m'encule. Ah, non, Si je bande. Non, c'est la version hétéro, La vérité, si je bande. Et La vérité, si je m'encule, c'est possible, mais je l'ai pas vu. Peut-être qu'ils m'ont appelé, c'est con, Non, je pas dedans. Le casting, non. Enfin, il me semble qu'on te voit de dos. Non. Non. En tout cas, on m'a pas mis dedans. C'est le cas de le dire. Est-ce que c'est vulgaire ou grossier, ce que je viens de dire? On m'a pas mis dedans. Voilà. Tu enchaîneras d'autres films avec, par exemple, L'espace détente, un autre film. C'est tiré de Caméra Café, effectivement. Homo, ouais. pour la communauté homo. Ouais. Et puis ensuite, avec Yvan, vous créez une série minimaliste qui s'appelle Caméra Café, que vous vendez dans le monde entier. Ouais. Ce qui va te permettre... L'espace détente, on est l'émanation, hein, c'était avant la caméra. Oui. Ce qui va te permettre de te faire greffer des couilles en or. Alors, c'est un petit caprice de vedette. C'est quoi? C'est le mec qui ne sait plus quoi faire de son fric? Oui, mais en même temps, c'était des trucs montés sur vis. Et donc, je les ai revendus quand ça a été un peu moins bien pour moi. Et puis, je les ai filés à Cyril Hanouna, je crois d'ailleurs. Mais lui, il les a fait tripler de volume. Vendu dans combien de pays, Caméra Café? Ah, je croyais les couilles en or. Caméra Café, une bonne quarantaine de pays. Mais on a vendu concept, hein. On n'a pas vendu... Il n'y a pas des droits qui courent encore? Si. J'ai touché il n'y a pas très longtemps, là, Combien? Combien? Comment ça s'appelle? Combien? Des droits d'édition. Combien? Non, je ne veux pas le dire, mais... Si, mais quand... Non, je ne le dirai pas. Fourchette. Non, fourchette, la fourchette, je vais te la mettre. Non, mais pas du tout, mais bien entendu que ça m'a... Je l'ai inventé avec Yvan Le Bolloc et Alain Capoff, on l'a conçu, écrit, produit, réalisé. Ça m'a pris 5 ans de ma vie, j'ai adoré faire ça. Ça a été adapté en plus de manière plutôt maligne, puisqu'on a demandé à chaque pays de le faire avec leurs propres comédiens, leurs propres équipes de tournage, leur propre café, leurs propres auteurs. Donc finalement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez vertueux dans le fait de l'avoir fait. Les produits marketing, on les faisait faire en France, ils coûtaient très cher, donc on n'en vendait pas un seul. Je trouve qu'on a été relativement... C'est cool d'avoir un gros succès, c'est cool. Parce qu'en France, on culpabilise beaucoup les gens là-dessus. Bon, pas tant que ça. Quand même. On aime bien quand même les... Dans l'art, quand même, quand tu fais un film qui marche bien... Hein? Quoi? Quel rapport avec toi? Non, tu parlais d'art, j'ai pas compris. Ah oui. Bon, restons sur le cochon, hein, en ce qui me concerne. Alors, tu gagnes tellement de blé que tu t'exiles en Belgique. Ça, je peux le rectifier, parce que ça, c'est un truc sur lequel j'ai pas d'humour, ça. Mais dis-le. Bah oui, mais tu t'es barré en Belgique. Ouais, je me suis barré en Belgique, mais par amour. Pas vraiment amour. Et d'ailleurs, ça me coûtait... Par amour de l'argent. Non, ça me coûtait de l'argent d'habiter en Belgique. Ah bon? Bah oui, parce que j'avais pas de compte là-bas, j'avais pas de société là-bas. Et c'est quand j'ai monté ma société de production qui m'a permis de faire Caméra Café une des 3. On était 3 sociétés de production, celle d'Yvan, celle de Capoff, celle de Jean-Yves Robin et la mienne pour faire Caméra Café. C'est quand j'ai monté ma boîte que je quittais la Belgique pour pas que la Belgique puisse imaginer que j'étais chez elle par intérêt ou que Bruxelles cesse de m'aimer. Parce que ta femme était belge? Non.
Non, mais j'avais une passion pour ce pays. Le meilleur ami de mes parents, lorsque nous étions petits, ma sœur et moi, et mes parents vivants, nous allions beaucoup en Belgique et je m'étais promis un jour que j'irais habiter dans cette ville, et Bruxelles. Et j'ai une passion, mais puissante pour cette ville que j'appelle Podane. Parce qu'elle a l'air comme ça, très vilaine, très moche. Et en fait, quand tu fouilles un peu, c'est la plus jolie fille du monde. Nous, au bout de 2 jours, on veut rentrer quand on est à Bruxelles. Non, c'est joli, Bruxelles. Moi, j'aime bien. C'est une ville qui se mérite. C'est une ville qu'il faut connaître. Non, moi, j'aime bien. Je refais la question. Ouais, refais. Chiant. Vas-y, refais-la. Roman. Oui. Quand on est en Belgique, quand on est au bout de 2 jours, on a envie de rentrer. Ah oui, je déteste cette ville. Non, et je joue très bien la comédie. Et oui, c'est vrai. Mais il y a du montage ou pas? Rassure-moi, il n'y a pas de montage. Non, quand c'est bon. Ils verront pas la cascade alors là. Attends, quand c'est bon, on monte pas. Hein. Non, j'adore, mais vraiment, j'ai adoré vivre là-bas. Et si ça tenait qu'à moi, j'y serais encore. Ah ouais? Mais ça m'aurait empêché de rencontrer mon épouse que j'ai rencontrée pile poil quand j'ai quitté la Belgique. Elle était sur un tournage. Maquilleuse, elle est toujours. Maquilleuse cinéma. Et je l'ai rencontrée dans le premier film que... Oh, ouais, t'as tout quitté pour elle? Ouais. Tout quitté? Tout. Ton ex-femme, J'étais pas marié avant, mais... Ouais, mais t'as dit dégage. Tu as dit, je te donne 20 minutes pour quitter la ville, je lui ai dit. C'est horrible. Comme elle t'aime pas, je sais qu'elle écoutera pas, donc... mais si elle t'avait apprécié, ça m'aurait fait chier de répondre à cette question. Ce que le grand public ne sait pas à l'époque, c'est que tu es passionné d'histoire. Et après avoir endossé le costume de Napoléon, tu incarneras Pierre Mendès France dans un téléfilm en 2011. Ça te vient d'où cette passion de l'histoire? Aussi loin que mes souvenirs remontent, là aussi, j'ai toujours aimé l'histoire. C'était la matière qui me plaisait le plus au collège puis au lycée. Mais mon père était passionné d'histoire, donc quand je rentrais à la maison, il regardait un petit peu ce que j'avais appris, il me donnait un contrepoint ou un autre angle ou d'autres éclairages. Et au fur et à mesure, je m'y suis intéressé au point que lorsque je galérais comme comédien, je me suis dit, écoute, visiblement personne veut de moi, je vais reprendre des études et je vais faire des études d'histoire. Je voulais être chercheur en histoire, je voulais être historien. Ah ouais. Prof d'histoire, si je m'étais loupé, je veux pas dire que tous les professeurs d'histoire ont loupé, mais il y a des gens qui veulent être professeurs d'histoire. Moi, j'aurais aimé être chercheur, et puis ça n'avait pas marché, j'aurais adoré être prof. Mais vraiment, j'ai une passion pour ça, ouais. Comme toi, pour les animaux. Ça a fait dire à Laurent Deutsch, quand je vois ce bâtard qui marche sur mes traces, ça me dégoûte. Je pense pas qu'il ait dit ça, non. C'est un de mes meilleurs amis. Non. Il a dit dans la croix. Non. Et la bannière. Ça manque de manière. Mais en l'occurrence, non, parce que nous sommes très proches avec Laurent. C'est mon ami de droite un peu. Et je suis son ami de gauche. D'accord. Mais une droite digne de ce nom. Pas une droite à la con, ni moi une gauche digne de ce nom. Je sais pas ce que ça veut dire, une droite ou une gauche digne de ce nom. Voilà, avec qui peuvent se parler, qui peuvent s'entendre et qui se jettent pas des anathèmes à la gueule comme le font une certaine gauche et une certaine droite. Ce que veut dire le mot anathème. Si, je sais. Depuis Je suis sûr qu'il prend un H. Le nombre de fois où tu en as subi, à mon avis, tu dois savoir ce que c'est. En 2007, tu pars avec Frédéric Lopez en terre inconnue. Et après ce voyage de 2 semaines... En 2000 quoi, t'as dit? En 2007. Oui, c'est ça. Si c'est pour me reprendre... Non, c'est 2006, Bruno, c'est pour ça, mais c'est passé à l'antenne en 2007. Bruno, faut pas me contredire. Si. Là, j'ai l'air gentil. Oui, je sais. Mais demande à Roman, je peux m'énerver très vite. Mais je sais, mais il n'a pas de marque sur le visage, tu m'as dit. Et que tu sois parti en 2006 ou en 2007, tout le monde s'en bat les couilles. C'est vrai qu'on s'en branle, c'est vrai que fondamentalement, on s'en branle. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai interrompu. Tu pars en Mongolie 2 semaines. En 2006, donc. Et en revenant, après 2 semaines en Mongolie, tu souffles à l'oreille d'Artus l'idée du film Un petit truc en plus. Tu sais quoi, en plus, ça part d'un constat raciste, à l'idée qu'on appelle les habitants, les Mongols, des Mongoliens, parce qu'ils auraient, soi-disant, des traits mongoloïdes, etc. C'est vraiment un truc d'anthropologue et de scientifiques racistes qui, observant le visage des Mongols, qui sont très beaux en plus, ont trouvé qu'il y avait des accointances avec les visages de certains trisomiques. C'est un scandale et pour les trisomiques et pour les Mongols. Donc ça n'a rien à voir. En rentrant de ce voyage, tu crées un très beau livre, Suce-moi dans la yourte, où là tu racontes en détail... Lâche le yaourt même, je crois. Lâche la yourte. Non, une belle histoire d'amour avec un yak, et c'était magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est le Jouy de yak, ça s'appelle. En 2011, tu tournes une série policière, 2 flics... Sur les docks. Dans les bars avec Jean-Michel Doc. Non, 2 flics sur les docks avec Jean-Michel Barr. Avec Jean-Marc Barr. Tu vois? Qui c'est qui t'écrit tes fiches? Ah ouais. T'étonnes pas d'être viré quand même. Hein. Non. Ou de l'être. Et ensuite, ta carrière prend une tournure plus sérieuse grâce aux pubs pour LCI et les gambas Pescanova. Alors, c'est les pubs dans lesquelles je joue, mais que je réalise, monsieur. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'elles ont de bien, ces gambas Pescanova, alors?
Elles sont fraîches, elles sont délicieuses et je peux en parler encore plus librement maintenant parce que je crois qu'elles n'existent plus sur le marché français. C'est ça, ça a disparu. Ça fait la pub d'un produit, le produit a disparu. J'avais fait aussi une pub dont je suis très fier avec quelqu'un que t'aimes beaucoup pour des baies vitrées huis clos avec Gilbert Montagnier. Je lui avais fait jouer un voyant et qui, à la fin de la pub, se prenait évidemment la baie vitrée dans la gueule. Il vendait des baies vitrées alors qu'il était non-voyant. Ensuite, tu tourneras pour France 5 La Guerre des Trônes. Je tourne encore. Oui, 8 ans que ça les premières sponsorisées par Jacob et Delafont. Alors, c'est toi qui as proposé le concept ou on est venu te chercher? La Guerre des Trônes sponsorisée par Jacob Delafont. Non. Il est drôle quand même. Non, mais c'est Roman. Ah, c'est Roman qui l'a écrite celle-là? Et c'est Roman qui écrit tout. Bravo. Il découvre qu'il écrit. Pourquoi vous s'abonnez, Roman, alors? Pour cette qualité d'écriture, notamment. Et tu présentes depuis 2017 la véritable histoire de l'Europe. Non, c'est la Guerre des Trônes, c'est ça. La Guerre des Trônes, sous-titre La véritable histoire de l'Europe. Depuis 8 ans, j'explique comment l'Europe s'est créée, enfin l'idée de l'Europe s'est créée depuis la guerre de 100 ans et on remonte le temps. L'année dernière, c'était Napoléon Bonaparte. Et cette année, j'arrête au bout de 8 ans et je propose une nouvelle collection qui s'appelle Les Aventuriers de l'Égypte antique, où je vais raconter un peu la campagne de Napoléon qui a donné naissance à l'égyptologie moderne, avec Champollion, Vivant Denon et compagnie. Cette campagne extraordinaire où il a embarqué tous les savants. Ouais, exactement. 4000 hommes, dont il y avait pas d'Aubusson, il n'était pas dans le coup d'Aubusson, là, non? Non, il y avait Vivant Denon, c'est le tout premier. Ouais. Vivant Denon. C'était une somme, ce qu'ils ont rapporté. Attends, qu'est-ce que tu m'amènes vers un truc ou là t'es sérieux? Non, je dis c'était une somme de travail, d'infos, de peinture, Alors on n'appelait pas ça encore de l'égyptologie, c'était encore des scientifiques et des archéologues, des dessinateurs, et ils ont mis à jour une civilisation dont ils soupçonnaient par le biais des Arabes que cette civilisation existait, mais dont on n'avait pas idée qu'elle existait depuis 3500 ans avant Jésus-Christ, même presque 4000. Ouais, il a dit 4000, non? Il a dit 4000, mais alors il l'aurait jamais dit, ça c'est une. Ouais. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas, on ne connaissait pas exactement depuis quand la civilisation égyptienne avait existé. Donc ça, c'est la légende qui a dit qu'il a, du haut de ces pyramides, 4000 ans vous contemple. 4000 siècles. 4 siècles vous contemple. T'as vu les limites du mec? 4 siècles vous contemple. Tu vois, Bruno Solo, on se dit, il y a une tenue? Non. Très vite, c'est de la merde. Très vite, c'est de la merde, c'est vrai. On va parler de Napoléon. Mais c'est à 4000 siècles, c'est toi qui me l'avais écrit celle-là, non? C'est pour ça que c'était de la merde, parce que moi j'avais dit 4 siècles. T'as lu ton bouquin? Hein? Ah bon? Ouais. Ça s'appelle comment? Abonnez-vous? Pourquoi il faut s'abonner? Ça s'appelle. Très bel ouvrage. Vas-y. Alors, Napoléon. Ouais. Alors, souvent, je rencontre des gens qui sont fans de Napoléon. Moi, je suis pas hyper fan. Mais de Bonaparte, un peu plus. C'est quelqu'un qui fait débat quand même. Juste titre. Est-ce que toi, t'es fan ou pas alors? Non, je suis pas fan. De toute façon, je suis pas fan. Alors, dis-moi oui ou non. Napoléon, dictateur ou pas? Pour moi, la deuxième, après qu'il soit devenu premier consul, oui, il a des volontés, des velléités d'être un dictateur. Il le deviendra. Il deviendra empereur. Il est mégalomane, folie des grandeurs. Il veut annexer tous les pays. Il veut annexer tous les pays d'Europe. Il trahit. Il envoie à l'abattoir la plupart de ses hommes. Il pille pendant la campagne d'Espagne. Il pille pendant la campagne d'Italie. Non, mais au départ, Bonaparte, c'est un vrai révolutionnaire. C'est guerrier et tout machin. Mais c'est vraiment Bonaparte juste après le Directoire. Quand il devient, avant qu'il devienne premier consul, c'est un homme qui a des idées révolutionnaires. Et puis, c'est parfois un génie malfaisant, mais ça reste un génie. C'est un homme, un stratège, un auteur. Il a devenu écrivain. Pas tout. Bah oui, il l'a prouvé à Waterloo, mais c'était pas tant de sa faute que ça à Waterloo. Il y a eu des conditions climatiques et des erreurs qui ont été faites par ces généraux qui, eux, commençaient à fatiguer. Mais c'est surtout que Bonaparte a été un mec formidable au point que Beethoven, qui est mon idole par-dessus tout, a écrit la plus belle des symphonies qui ait jamais été écrite, la numéro 3, pour Bonaparte. Et quand Bonaparte est devenu un tyran, il a arrêté de l'appeler symphonie Napoléon et il l'appelait l'héroïque. J'ai lu des récentes études scientifiques qui prouvaient qu'il n'était pas aussi sourd que ça et qu'il a entendu sa musique suffisamment longtemps. Il avait l'oreille extrêmement fatiguée. Très bon pâtissier. Il a inventé la tarte tatin. Ta-ta-ta-ta. Pom, 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 pom. Ouais, pom, 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 c'est vrai. Mais il était tellement chaud, disaient certains, qu'il était persuadé. On n'y croyait pas. J'y croyais pas et je suis content d'avoir mais parce qu'on l'a fait à deux. Va-t-en-guerre, oui, c'est un va-t-en-guerre. Ah oui, ça va. 1 million de morts quand même. Oui, même un peu plus quand on compte effectivement de tout début, quand il était Bonaparte jusqu'à avec les civils, on n'est pas loin de 2,5 millions de morts. Bon amant.
Rapide, semble-t-il. C'était un peu 5 minutes et la douche comprise, comme un... Chirac. Ouais, comme un certain président. Un peu crade, hein. Il envoyait à Joséphine. C'était l'époque, ça. Hein. Ne vous à l'avez l'époque, pas l'hygiène, ils n'étaient pas tous énervés du gant de toilette, quand même. Hein. À l'époque, vraiment. Mais enfin, en même temps, les mecs comme les nanas, ça devait être moins rock'n'roll que sous l'époque de Louis XIV, où là, punaise, fallait y aller quand même, hein, pour... Waouh! Il y a des témoignages de Chico pourri, hygiène intime très douteuse, et même le mot douteux étant trop. Je crois que le mot hygiène est même en trop, je crois. Donc... Heureusement que le cunnilingus a été inventé après le Moyen-Âge. Mais... J'imagine. Ils étaient beaucoup plus propres au Moyen-Âge. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'au 18e, ils avaient peur de l'eau. Ils étaient persuadés qu'il y avait des germes dans l'eau qui pouvaient les rendre malades. Donc, ils se lavaient souvent avec des onguents, des huiles, des parfums. Alors qu'au Moyen-Âge, on se lavait plus volontiers. Et les paysans, ils se lavaient même plus souvent que les seigneurs, qui étaient un peu moins superstitieux sur l'histoire de l'eau. Et puis surtout, l'eau, c'était leur seul moyen de subsistance, quoi. À Versailles, ils chiaient derrière les rideaux. Et ça aussi, c'est un petit peu moins vrai. Ah bon? Il y avait quand même un système d'égout qui était pas mal. Il y avait les paresseux qui chiaient, effectivement, pas chiaient, mais qui pissaient. Mais ça, c'est un petit peu une légende. Mais ils étaient sales, ça, on en est sûr. Un peu moins sous le Directoire, un peu moins sous la Révolution, un peu moins à l'époque de Napoléon. Mais enfin, c'était pas non plus... à mon avis, les dessous de bras devaient être très négligés, quoi. Et pas que. Alors, tu as vraiment une connaissance impressionnante en histoire. Je vais te dire des rois. Voilà, on n'a parlé que d'hygiène. Non, mais je vais te dire des rois, tu vas me dire s'ils ont existé ou pas, d'accord? Et s'ils ont existé, je veux les dates de leur règne. C'est trop dur, ça. Une fourchette. Ouais, bon, d'accord. Mais je te promets rien. Charles le Chauve. Oui, il a existé. Je dirais 14e siècle. Ouais. Combien? Oh non, ça non. Vas-y. Non, c'est beaucoup trop difficile. Allez, je sais pas, moi, 1330 à 1360. 1330, 1360. Non, c'est pas vrai. Il est drôle. 823, 860. Ouais, donc c'est 9e siècle, tu vois. Mais c'est difficile, ça. Claudion le Chevelu. Claudion le Chevelu, alors c'est quoi? C'est un mérovingien? Non, je me souviens pas. Mais alors, moi, je le connais à partir surtout des Carolingiens, les Capétiens. Il a existé. Bon, il a régné de 390 à 450. 60 ans, quand même. Bon, enfin, c'est avant Clovis, ça t'imagines, c'est même pas un roi de France, ça. C'est un roi de tribu. Oui, Childéric III, oui. Aspégique Ier. Ouais. Non, Aspégique Ier. Non, mais Childéric, on l'a connu, nous. Il était sur M6. Oui, c'est vrai. Son descendant. Mais Aspégique, non, mais Childéric III, oui, bien sûr. Caribert II. Caribert, oui, là, c'est avant Clovis, tout ça, non? Je vois pas. Il a existé. Ouais. 606, 610. Il a régné 6 ans. 4 ans, 606, 610. Moi, je veux bien quand on a les réponses sous les yeux qu'on se plante. Non. Mais 606, 610, ça fait 4. Ah non, ça fait 3. Non, ça fait... Oui, mais t'as dit si... la mauvaise foi de Laurent Baffy. Les gens le voient, ça? C'est filmé, ça s'est pas monté, ça, hein? Sigebert 3. Oui, Sigebert aussi, il a existé. Hein. Mais là aussi, ça doit être ambiance 700 ou 600, 700. C'est ça, 631, 656. Clotaire le Couillu. Non, pas le Couillu, mais je pense pas que le mot existait à cette époque-là. Elle a eu Clotaire le Long, à la limite, Clotaire le Gros, Clotaire le Bossu, tout ce que tu veux, mais pas Clotaire le Couillu. Mais Clotaire, oui. Laurel le Hardy. C'est joli. C'est joli, ça aurait été beau. Non, il n'a pas existé. Non, Philippe le Hardy. Ouais, Raoul. Je crois pas qu'il y ait eu de Raoul. Non, il n'y a pas eu de Raoul. Imagine un roi qui s'appelle Raoul. Mais tu connais pas Raoul? Ah oui, c'est de lui que ça vient. Tu t'imagines? Ce serait drôle. Eh ben, il a existé, Raoul. Ah bon? T'es sûr de ça? Ah bah oui, regarde Wikipédia. Il a régné de 890 à 936. C'est pas même que c'était un prénom aussi ancien. 14 ans. Ouais, je pensais pas que c'était un prénom aussi ancien, Raoul. Kevin Ier. Non. Il viendra peut-être. Si la démocratie s'écroule, il y a bien un Jordan qui risque d'arriver au pouvoir. Il y a bien un Kevin à un moment qui va prendre sa place. Et si la démocratie s'écroule et qu'on retourne à une royauté, moi je serai plus là pour le voir, je l'espère. Mais on peut avoir un Kevin Ier, ouais. C'est pas con ça. C'est une très très bonne. T'es un oracle. On s'est fait submerger par une vague de Kevin qu'on n'a pas vu venir. On pensait pas il y a 20 ou 30 ans. À cause de Costner, hein, il paraît. Hein. Ouais, qu'on allait se prendre tant de Kevin dans la gueule et parfois il y a des noms qui sont des oxymores comme Kevin Mouillard. Parce que le prénom et le nom de famille ne vont pas du tout ensemble. Et c'est un oxymore, Kevin Mouillard?
Non, mais ça peut être une sorte d'oxymore, tu vois. Mais Kevin Mouillard, oui, c'est terrible. Mais tu sais que Kevin, c'est un vrai souci, presque. Ils souffrent, ils sont ostracisés, les Kevin. Parce que, effectivement, on va pas se mentir, Kevin, c'est un prénom plutôt issu des classes populaires, voilà, des classes laborieuses, dont je suis issu, moi aussi. C'est là qu'on peut trouver des Kevin. On les trouve pas. Il n'y a pas un bourge ou un bobo qui va appeler son fils Kevin dans les années 80. Avec une particule. Oui, Kevin de mes couilles. Mais Kevin, donc du coup, les Kevin ne sont pas pris au sérieux parce que c'est un marqueur social. Et il y avait un écrivain qui s'appelle donc Kevin, qui a écrit un bouquin que j'ai lu, assez court, sur l'ostracisation des Kevin, le complexe des Kevin, et qui était très intéressant, et qui fait qu'effectivement, quand certains sortent voilà, on n'est pas tous dans un déterminisme. Moi, je suis fils d'ouvrier, j'ai réussi à faire autre chose qu'être ouvrier. Fils d'ouvrier, petit-fils d'ouvrier. Et ouvrier moi-même. Mais je veux dire, il y a des Kevin qui deviennent avocats, qui deviennent un magistrat, un médecin, dentiste, j'en sais rien, ou boulanger, peu importe. Mais un Kevin, tout d'un coup, il est gêné de dire son nom. Et Renaud, je trouve ça intéressant. Ouais. Je ferme ma gueule. Tu nous pètes les couilles avec je suis trop bavard. Alors, je te dis le surnom. Non, je parle plus. Termine l'interview tout seul. Tu sais quoi, tu vas bien te faire mettre. Le surnom, tu me dis le roi. Encore, putain. Le long. Philippe, je crois. Bravo. Philippe Lelong, Philippe V. Le sage. Il y a eu plusieurs des sages. Alors, il y a eu un Louis et il y a eu un Charles, je crois. C'est Charles, oui. Par exemple, le feignant... Mais Louis le sage aussi, il y en a eu. Le feignant, il y en a eu 3. Il y a eu Clovis II, ah, oui, ça m'étonne pas. Il y a eu Childéric III et il y a eu Louis V. Bah oui, c'était les fameux rois feignants. Roi feignant, voilà. Fainéant. Le bien-aimé. Ah, le bien-aimé. Le bien-aimé, déjà, Henri IV, c'était le bien-aimé. Henri, IV, le bien-aimé. Mais il y en a peut-être eu d'autres avant. Charles VI. Et Louis XV, non? Louis XV, non. Non, mais attends, Louis XV, je me demande si tu n'as pas raison. Je crois qu'à un moment, il s'appelait comme ça au début de son règne, et après, il a été honni. Exactement. Le mal-aimé. C'est peut-être Louis XV, après qu'il ait été le bien-aimé. Mais le mal-aimé, je sais pas, je dirais... peut-être... il est mort électrocuté. C'est tellement bête. Mais non, je l'ai pas compris, moi. Ouais. Le mal-aimé, il est mort électrocuté. Parce que tu connais pas le répertoire de Clo-Clo. Ah, je suis le mal-aimé. Ah oui, oh, t'es con. Ah, donc c'est un Clotaire, peut-être. Clotaire le mal-aimé, Clo-Clo, Clotaire. Ou un Clovis. Le prudent. Oh, le prudent, donc à cette époque-là, ça veut dire un peu lâche. Peut-être Charles, non? Hein? Ah, d'accord. Redis, le prudent? Louis, c'est Louis XI? Ouais, bravo. Non, mais Louis XI, il avait d'autres noms. Hein. Oui, mais enfin bon. Le père du peuple. Alors, c'était pas... Oui, c'est Mao Tse-tung. Non, c'est Staline qu'on appelait le petit père du peuple. Oui, le petit père du peuple, mais Mao aussi, il s'appelait comme ça, je crois, non? Non. Mais là, il y a un roi qui se ferait appeler le père du peuple. Ouais. Non, alors allez, un Henri. Louis XII. Louis XII, je sais pas. Non, mais attends, tu m'emmerdes, c'est des questions de... C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est pas des anecdotes comme ça, avec des dates précises. L'histoire, c'est quoi? Et si c'était des batailles, l'histoire? Aussi, ça Tu aimes les batailles? Non, mais c'est... bataille. Non, l'histoire, c'est un éclairage sur ce qui nous arrive, voilà, et des clés pour comprendre ce qui nous arrive. C'est quoi ta période préférée de l'histoire? Le 18e. Alors, question, le siècle des Lumières, monsieur se prend pour un intellectuel. Non, parce que je trouve que c'est là où il s'est passé des choses absolument passionnantes. Si tu pouvais remonter dans le temps, t'irais là? Non. T'irais où? Non, j'irais, je pense... En Égypte? Non, à Rome, je pense. Je voudrais voir comment fonctionnait... Mais pour un week-end? Non, mais c'est vrai, j'aimerais voir... Non, tu veux que je te dise ce qui me fascinerait le plus? Fondamentalement. Mais c'est difficile parce qu'il faut développer... Je vais développer court, je te promets, court. Je vais être synthétique. Je pense que je voudrais être en bas du mont des Oliviers et voir le Christ. Parce que je suis pas croyant, je suis agnostique, je suis athée, je n'ai pas la foi. Pour autant, la foi, la vraie, me fascine. Les gens qui ont une vraie foi, qui les anime, qui leur permet de vivre autrement, que moi, j'ai pas ces clés-là. Et j'aimerais beaucoup voir le Christ en train de s'adresser à des gens comme ça et de leur expliquer. Alors, je comprendrais sûrement pas tout parce qu'il parlait en araméen, mais ça me fascinerait assez de voir le Christ. La crucifixion, je ne sais pas, parce que peut-être que ça devait être absolument épouvantable.
mais le voir le Christ et être face à cet homme qui a quand même un peu bouleversé l'histoire de l'humanité. Je crois que ça me plairait beaucoup. Après, oui, j'aimerais bien me balader à Rome au moment tu vois, au moment d'Auguste, parce qu'après Claude, Tibère, Caligula. Vespasienne, ça sentait la pisse. Ouais, mais c'est pas. Mais il a inventé en fait le tout à l'égout, hein. C'est après qu'on a dit Vespasien. Et Commode a inventé l'armoire. Enfin, chaque empereur. Et César, la salade. Voilà. Et les césariennes. Et les césariennes. C'est fort possible. C'est fort possible. C'était un joli moment, ça, non? Tu vas pas trouvé? Ouais. Non, mais c'est vrai que j'aimerais. Et puis j'aimerais bien voir Beethoven en train de diriger la 3e symphonie de Beethoven aussi. Cette merde qu'on a entendue tout à l'heure. Et les personnes. Et j'aurais aimé être Ringo Starr. Ah ouais? T'aurais aimé être Ringo Starr? Ouais. Ah bah c'est bizarre, la première fois que j'entends ça, moi j'aurais aimé être McCartney ou Ringo Starr. Je peux pas, tu peux pas avoir la prétention d'être un génie comme Lennon, Harrison ou McCartney. Alors que Ringo Starr, qui est un très bon batteur. Très bon batteur. Mais imagine, t'es à Liverpool, on est en 62, ils cherchent un nouveau batteur parce qu'ils ont viré Pete Best parce qu'il les faisait chier. Toi, t'es là et tu vois Ringo Starr, tu remontes le temps et tu l'as Ringo. Ah putain, il y a une meuf qui t'attend dehors, elles veulent te parler. Il va dehors et là, au moment où ils disent il y a un batteur dans la salle, tu lèves la main et tu deviens le batteur des Beatles et tu assistes et tu vis de l'intérieur être un Beatles et tu deviens un bon musicien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, ça va, il est devenu. Non, le premier batteur qui s'est fait virer. Il vendait du lait à la fin de sa vie, Peter Best. Et il a écrit plein de bouquins, avec lesquels il s'est fait un peu de blé d'ailleurs, où il disait le regret éternel qui avait été le sien. Mais attention, ils l'ont vraiment jeté, il était plutôt bon batteur. Mais Ringo Starr, c'est autre chose. Tu sais que c'était le plus populaire des Beatles quand il y avait des films, c'était Ringo Starr qui avait le rôle principal. C'était toujours autour de lui. Il a trouvé des titres comme A Hard Day's Night. Il était drôle. Je l'ai rencontré, moi, Ringo. Mais moi aussi. Ça a été quand je faisais le top 50. Ouais. Ça a été un des plus grands moments de ma vie, Laurent. J'ai vu Ringo Starr quand il est revenu avec ce formidable album qu'il a fait en 92, un de ses plus bels albums, parce que son premier Journée sentimentale, c'était pas terrible, Sentimental Journée, mais après c'est pas Lennon, c'est pas Harrison, c'est pas McCartney, c'est sûr, mais non, putain, on aurait pu être lui. J'aurais pu être lui, je crois que si j'avais été là au bon moment, mais j'aurais pas pu être Lennon. Ce que j'adore, parce que moi j'adore les Beatles, c'est qu'on parle l'histoire Napoléon, et d'un seul coup... Ils sont aussi importants. Et d'un seul coup, sur Ringo Starr. Ouais, ils ont fait plus de bien à l'humanité que Napoléon, les Beatles. Je vais te dire des batailles. Ouais. Tu vas me dire la date, et puis après on va... Non, mais tu vas me dire ce que tu penses de Gergovie. Oui, Gergovie... 50 ans avant Jésus-Christ. Moins 52. Oui, mais c'est ça, c'est la reddition. Gergovie, c'est l'humiliation de César. Et puis, hélas, un an plus tard, il va y avoir Alésia. Enfin, hélas, c'est l'histoire en tout cas. Alésia, on dit que ça s'est pas passé à Alésia. Non. Ça, c'est de l'histoire revisitée spectaculaire. C'est la théorie de Franck Ferrand, notamment, que tu détestes. Non, qu'un mec que j'aime bien, mais qui s'accroche à cette théorie parce qu'il y a des gens autour de lui qui s'accrochent à cette théorie, alors que tous les historiens, les médiévistes, les sérieux un peu, savent très bien qu'Alésia est à Alésia. On n'a pas retrouvé d'artefacts. Si, on a retrouvé plein de choses. Alors pourquoi mais parce qu'il y a aussi un pan de l'histoire, des gens qui aiment l'histoire un peu spectaculaire. Jeanne d'Arc était un homme. C'est vrai. Non. Et voilà, on aime bien ce truc-là parce que tout d'un coup, t'as pas quelque chose de plus croustillant, quoi. Alésia était pas Alésia. Putain, ça me plaît, ça. Mais c'est pas vrai. À part de temps en temps, des vraies découvertes et les historiens qui s'appuient sur des documents, des archives, des sources et qui tout d'un coup te disent ce qu'on a cru. Parce que l'histoire elle est mouvante, les choses peuvent bouger, mais ce qu'on a cru pendant des millénaires ou des siècles n'est plus vrai. Ok. Mais le côté, surgit de nulle part, moi tout seul, j'ai raison, Alésia n'était pas Alésia, mais dans l'Est de la France, je sais pas où il situe ça. Alors... moi, j'y crois pas, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, et même, je pense qu'il n'y en aura pas. C'est la réponse plus courte. Ouais. Tu dis je fais un peu ce que je veux, je suis l'invité, je crois, non? Ce que tu veux. Abonnez-vous. Pourquoi faut s'abonner? Pourquoi vous abonner? Tu dis que... Pour avoir le temps d'entendre les choses et pas des punchlines, des phrases toutes faites qui vous disent, fais ci, fais ça. Non, ici, on développe. Bruno, je voudrais parler. Attends, il est où, Bafi? Ah, t'es là. Tu dis que l'histoire... est émouvante. Est-ce qu'on découvre encore des choses? Quelles sont les grandes découvertes qu'on a faites récemment? Moyen-Âge.
Le Moyen-Âge, depuis une trentaine d'années, à chaque fois, on découvre que le Moyen-Âge est peut-être la première Renaissance et que c'était un siècle moins barbare, moins obscur, moins sombre qu'on ne l'a imaginé. Et dans tous les domaines, dans le domaine artistique, dans le domaine des droits de la femme, dans le domaine des stratégies militaires, dans le domaine des progrès sociaux, même des progrès mathématiques. On découvre que le Moyen-Âge était une période très riche parce qu'il y a des écrits qui ont longtemps été, confisqués par les moines qui, eux, racontaient un peu la légende, qui racontait quelque chose un peu flamboyant. Et puis on a fait des découvertes un peu plus complexes. Par exemple, je sais pas, on a découvert effectivement qu'il y avait des mathématiciens absolument formidables au Moyen-Âge, notamment dans les pays arabes, et que c'est particulièrement au Moyen-Âge qu'il y a eu les premières grandes découvertes mathématiques modernes, par la physique quantique évidemment. Parmi les énigmes historiques, c'est laquelle, toi, qui te chauffe le plus? T'aimerais bien avoir la réponse. Ah, c'est une bonne question, ça. La première, peut-être? Hein? La quoi? La première bonne question depuis les... Non, elles sont bien, les questions. Je suis d'ailleurs assez surpris. C'est pour ça que, abonnez-vous, les questions sont vachement bien. Non, je sais pas, laisse-moi, on va y revenir, mais une énigme qui, pas le masque de fer, tout ça, c'est des conneries ici, on sait très bien qu'il n'y avait pas de masque de fer. Par exemple, je te donne un exemple. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'énigme de la construction des pyramides est résolue? Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ensevelissaient la pyramide et qu'ils tournaient autour. Qui tournaient autour pour dégager le sable. Non, elles étaient posées avec des techniques de palans, de poulies, etc., extraordinairement ingénieuses qui, moi, me dépassent complètement. Je ne sais pas même pas monter une étagère. Par rapport avec l'époque. Mais par rapport avec l'époque, c'est une civilisation qui s'est développée 3500 avant Jésus-Christ et là, les pyramides, c'est 2500 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant 1000 ans, c'est énorme, 1000 ans. À l'échelle de l'humanité, pendant 1000 ans, ils ont développé des choses qui leur permettaient... Tu sais, la civilisation égyptienne, c'est absolument vertigineux sur l'agriculture, sur l'irrigation des terres, sur les constructions de... Oui, moi aussi, j'aurais aimé être là, mais il y a de plus en plus d'égyptologues qui donnent des clés et de plus en plus d'émissions, notamment sur France 5. À Fort Boyard aussi, ils donnent des clés. Oui, c'est des personnes de petite taille. Oui, c'est de petite taille, mais... T'as bien pourri Fort Boyard, on n'en parlera pas, mais tu as bien pourri Fort Boyard. Non, je l'ai pas pourri, je l'ai rendu légendaire. Non, mais bien sûr qu'on commence à savoir beaucoup de choses. Alors, mais ça amuse beaucoup de gens de faire croire que on ne sait pas encore. Une autre énigme que tu auras envie d'avoir la solution. Une autre énigme, savoir comment Isaac Newton, il a tout d'un coup le plus grand génie de tous les temps, à mon avis. Au-dessus de Vinci? Oui, parce que c'est presque plus un... Vinci, c'est un touche-à-tout. C'est un génie de la peinture, surtout. Un procrastinateur. Pourquoi procrastinateur? Parce qu'il procrastinait tout le temps. Oui, c'est ça, oui. Il mettait 15 ans pour finir une toile. Oui, voilà, mais parce qu'il touchait à tout. Il touchait à tout. Il butinait, il touchait je croyais que tu voulais en venir au fait qu'il était aussi, effectivement, il touchait à tout, il touchait aussi à ses disciples. Moral. Non, mais moi non plus, mais il touchait aussi à ses disciples. Mais Vinci, c'est un génie, mais parce que voilà, il avait une sorte de vision très large du monde et il s'intéressait à tout. Supérieur. Mais Newton, tu te rends compte, la gravité. Enfin, ce que ça dit le mec, il voit une pomme tomber, j'aurais aimé, être là aussi, être là le jour où, soi-disant, il a vu une pomme, il a dit, ah, d'accord, c'est ça, putain, la pomme est attirée par la terre, donc c'est la gravité, alors que, comment se poser la question, une pomme, elle tombe, et puis, il aurait pu se poser la question le jour où il a posé une pêche. Oui. Tu vois, parce que... Abonnez-vous, parce qu'on découvre une autre manière de parler de l'histoire. Est-ce que Newton, lorsqu'il a posé la pêche, putain, ça tombe. T'as pas un autre exemple avec un autre fruit, Romain? Non, pour que les gens y trouvent leur compte. Non. Avec un ananas. Alors, la bataille de Crécy. Bataille de Crécy, c'est une bataille de la guerre de 100 ans. Donc, je dirais, les dates, je les ai eues, pourtant celle-ci. Je dirais 1350. Bravo, 1346. C'est vrai? Oui. Ça. Bravo. Non, il est bon. C'est une défaite, ça. C'est une défaite française. Beaucoup de morts. Il y a les archers en face étaient très forts. Les archers anglais, c'était les professionnels. Ils tiraient, 20 flèches à la minute quand les autres, c'était des branleurs. Ils trouvaient pas les flèches dans le carquois. et en plus, on avait. Je ris alors qu'il y a eu des milliers de morts. Des centaines. Ouais, il y a eu pas mal de morts. Mais bon, il y a prescription. Je crois qu'il y a plus un descendant. Puis vraiment, les Français, ils étaient ridicules pendant ces batailles. À Zincourt, Crécy, ils étaient ridicules. Ils faisaient n'importe quoi.
quoi. Ils arrivaient avec des armures trop lourdes dans des terrains boueux où les Anglais les avaient amenés. Donc, ils s'empêtraient là-dedans. Et puis, les archers étaient pas bons et c'est les archers qui faisaient tout, quoi. Après, les cavaliers anglais, ils avaient plus qu'à filer le travail, quoi. C'est quoi, pour toi, les batailles les plus mal menées? Verdun, c'est la plus épouvantable de l'histoire de l'humanité, quand même. Verdun, c'est une boucherie cynique. C'est une boucherie cynique où on avance de 10 mètres, on recule de 10 mètres le lendemain, les Allemands avancent, puis c'est les Français, puis les Allemands reculent, puis les Français reculent. Et t'as des généraux qui fusillent à tour de bras des soldats qui disent « Moi, j'y vais plus, c'est quoi cette boucherie, vous foutez de notre gueule ?» et on les fusille. Et des généraux dégueulasses, planqués dans leur bureau, qui juste, c'est un concours de bites. Juste des généraux allemands comme français, mais les Français ont été pires par rapport aux fusillés au sein de leurs propres troupes. Les Français ont fusillé plus de leurs propres soldats que les Allemands ne l'ont fait. Mais par contre, l'état d'esprit était le même. Français et Allemands se disent voilà, ben moi j'ai une plus grosse bite que toi. C'est vraiment une guerre d'ego imbécile. Je parle de Verdun, la guerre de 14 en règle générale, les guerres souvent. Il y a des guerres un peu plus utiles que d'autres peut-être, mais plus nécessaires que d'autres. En tout cas, des rébellions plus nécessaires que d'autres. Mais celle-ci, elle est monstrueuse. Et puis en plus, c'est une guerre moderne avec du gaz de moutarde, avec des obus, avec des gueules cassées. Enfin, 2 millions d'obus tirés par jour. 2 millions d'obus tirés par jour pendant une semaine. 2 millions, mais c'est fou furieux comme chiffre. On se rend pas compte quand on regarde le Stade de France, c'est 100 000 personnes. Bon ben voilà. C'est 200 stades de France mis les uns à côté des autres qui sur une plaine de Verdun et des morts de partout, des gens éclatés pour rien. Est-ce qu'il y a des batailles que tu trouves belles, toi, d'un point de vue stratégique ou... Austerlitz, c'est une bataille d'un point de vue stratégique absolument géniale, mais enfin là aussi, Pourquoi beaucoup de morts. Parce que il a 10 fois moins, enfin pas 10 fois moins, mais il a 4 fois moins d'hommes, Napoléon, et il encercle, en ayant 4 fois moins d'hommes, il encercle les armées des coalisés en faisant semblant d'attaquer d'un côté, en attirant tout le monde. C'était un stratège incroyable. Mais bon, c'est une bataille mortière, mais d'un point de vue purement mécanique, stratégique et voilà, tout ce que tu veux, c'est une bataille géniale qui a été étudiée et réétudiée des milliers de fois. Après, je connais pas toutes les batailles. C'est pas la partie d'histoire qui m'intéresse le plus. C'est quoi la partie d'histoire qui t'intéresse le plus? Moi, c'est l'histoire que j'aime, c'est souvent ceux qui subissent l'histoire plus que ceux qui croient la faire. Explique. J'aime l'histoire, les historiens comme Emmanuel Leroy-Ladurie ou des historiens comme Alain Corbin qui racontent ce que c'était que d'être paysan au Moyen-Âge, ce que c'était que les odeurs, ce que c'était que le vivre ensemble, que le fait d'être un serf, d'être un féodé, et ces gens qui font avancer aussi l'histoire parce que tout d'un coup, ils se rebellent contre ceux qui les écrasent. Moi, ma période préférée de l'histoire, la plus belle révolution que j'ai, c'est la Commune. C'est parce qu'elle est absolument pas... C'était une boucherie quand même. C'est une boucherie, mais elle n'est absolument pas téléguidée ou télécommandée par qui que ce soit d'autre. C'est une petite guerre civile, mais c'est le peuple qui la décide. Il n'y a pas un bourgeois ou un chef qui prend le pas. Là, c'est vraiment des femmes et des hommes qui se rebellent contre Adolphe Thiers, contre les Prussiens, les Versaillais, contre le mépris de Charles X, qui est notre dernier roi de France, pas le dernier roi des Français, ce sera Louis-Philippe, mais Charles X, qui était un mec épouvantable. Et Adolphe Thiers, c'est marrant, décidément, Adolphe. Les Adolphe, c'est pas bon. C'est vraiment un prénom à la con. Ouais. Donc voilà, la Commune, je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant, très beau. Il y a Louise Michel, il y a Auguste Blanqui, qui n'était pas blanc-bleu, Blanqui en l'occurrence, mais Louise Michel, qui est une de mes héroïnes de la vie. On dit souvent, c'est même devenu un proverbe, que l'histoire ne se répète jamais 2 fois, ce qui est faux. Non, elle bégaye au contraire. Elle bégaye souvent. C'est Karl Marx qui dit l'histoire, elle ne fait que bégayer. Moi, je crois qu'elle se répète souvent, l'histoire, et hélas. Et ce qui est dingue, c'est que ceux qui sont susceptibles de faire changer les choses, qui ont les moyens, en tout cas, les pouvoirs de faire changer les choses, ils s'en servent pas et qui reproduisent parfois des erreurs fatales pour ceux qui la subissent. Encore une fois, c'est ça. On pourrait se dire que l'histoire a au moins cette vertu exemplaire de nous guider pour ne pas renouveler des erreurs qu'on a pu commettre et pas du tout. Ça dépend. Des fois, oui, certaines femmes et certains hommes savent le faire, mais il y a des politiques qui l'ignorent pas, mais qui font semblant de ne pas l'étudier parce qu'ils savent très très bien. De toute façon, le premier truc que font les dictatures, les tyrans et tout, c'est de brûler les bouquins, c'est de faire en sorte que la connaissance disparaisse pour que nous,
on trouve pas les germes de la révolte, de la rébellion, de la vigilance. Qu'on ne réfléchisse pas surtout. Et qu'on ne réfléchisse pas, exactement. Donc, effectivement, il y en a qui se disent, ah punaise, si jamais ils se rendent compte qu'il y a 50 ans, 100 ans, 1000 ans, ça s'est passé comme ça, ils vont se dire, ils vont gueuler. Donc, voilà, on met une couverture sur l'histoire qui peut gêner aussi. Mais c'est vrai que si elle était ouverte à chacun d'entre nous, peut-être que des fois, au fond de la classe, il y a des gens qui disent, mais attends, pas question que vous me renseigniez sur ce terrain-là, hein. Voilà, quoi. On dit souvent le peuple souverain, mais pour qu'il soit souverain, le peuple, il faut qu'on lui ait donné des clés. Pour qu'il soit souverain et qu'il élise quelqu'un. Tu crois qu'il était souverain, le peuple, quand il a élu... Là, Bruno, c'est la page de pub. Continue. Hein. Ah, d'accord. Mais on n'est pas diffusé, là. Fais-moi fermer ma gueule, t'as raison, je suis trop bavard. Je m'emballe. Non, mais c'est pas... Tu vois, moi, quand j'étais jeune, je pensais que les guerres de religion, c'était l'an 1000. Et en fait, c'est le 3e millénaire. Je pensais pas que ça reviendrait comme ça. Par exemple, c'est une très, très bonne définition. Hein. Ça a été terrible, hein, les guerres de religion en France. Hein. Terrible, terrible, terrible. Hein. Et tu sais par qui elles ont été relancées? Par Louis XIV. Parce que Louis XIV, quand il a arrêté de bander, ça c'est un peu ma théorie, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup d'historiens qui le disent avec des termes un peu plus choisis que moi. Mais quand Louis XIV qui a attrapé tout ce qui bougeait, et qui pouvait plus, et qui s'est retrouvé un petit peu comme ça, il a eu, parce que ils étaient profondément croyants, hein, ils étaient tous les enfants de Dieu, hein, ils étaient issus du droit divin, les rois de France, et les rois de beaucoup de pays d'ailleurs. Mais en France, Louis XIV, il s'est dit, oh là là, putain, j'ai déconné, je vais être damné, je vais finir en enfer. Et là, tout d'un coup, il a commencé à lire les textes religieux à nouveau. Sa maîtresse aussi, la maîtresse, Madame de Maintenon, mais Madame de Maintenon, elle n'y a jamais demandé d'aller tuer les protestants. Ouais. Parce que son grand-père, Henri IV, lui, il avait fait l'édit de Nantes pour que les cathos et les protestants vivent à peu près en concorde. Oui, t'as raison. Là, non, mais ça a duré quand même. Ça a duré. Il a réussi à faire en sorte que les protestants aient leur liberté de culte, comme les catholiques, et qu'ils ne se foutent pas sur la gueule. Et Louis XIV, lui, par peur un peu, je continue à dire, c'est un petit peu mon point de vue, mais pour l'avoir bien étudié, je pense qu'il y a de ça. Par une sorte de bigoterie mal placée, il a relancé les dragonnades, il a relancé la persécution des protestants, et c'est pas Madame de Maintenon qui l'a demandé. Elle n'a jamais demandé de faire ça. Madame de Maintenon. Peut-être il devenait méchant avec sa fistule anale aussi. Mais peut-être, mais je te jure, le mec il avait mal, il bandait plus, il se dit ouais, je vais être damné, putain ma mère, mais j'ai une fistule, ça fait mal au cul. Tiens, je vais tuer des protestants. Ça fera plaisir au Seigneur, parce que c'est ça. Les fanatiques sont toujours persuadés que celui ou celle à qui il croit, en général le Dieu qui est au-dessus d'eux, il faut faire des sacrifices pour que... Et ça, toutes les religions, hein, même les religions polythéistes. Il faut tuer, ça lui fera plaisir. Ah, on est à l'antenne. Oui. Ça a repris, là. Ça a repris. Alors, mais t'imagines s'il existe, et que tous ces fanatiques, ils arrivent et ils disent « Mais je t'ai jamais demandé ça, moi. Enfin, j'aimerais bien qu'il existe juste, moi qui n'y crois pas, pour quelques secondes, et qu'ils reçoivent tous ceux qu'on déconne et qui disent... Mais je t'ai demandé, moi, de massacrer, de tuer en mon nom. Je t'ai demandé ça, moi. Bah non, mais je croyais. Ah bah tu croyais mal. Et que l'enfer existe pour cela, quoi, tu vois. Bruno, ce serait bien. Qui sont à tes yeux les grands humanistes de l'histoire? Putain, il y en a un paquet quand même. Bah, le Christ, Jésus-Christ, parce que je crois qu'il était au-delà de la religion, à mon avis. Mais on ne sait pas. Peut-être il a peut-être pas existé. Si, ça, il commence à y avoir des preuves quand même qu'il aurait existé. Alors, est-ce qu'il ait fait des miracles et tout ça? Moi, ça, j'y crois pas. Qu'il ait ressuscité, personnellement, je n'y crois pas. Qu'il ait marché sur l'eau, tout ce que tu veux. Mais que c'était un grand... Il a multiplié les pains. Oui. Moi, j'ai un pote qui était dans la bagarre. Il paraît qu'il était chaud. Ouais, mais je suis persuadé qu'il était baraqué d'ailleurs. Parce qu'il était... Gandhi, c'est un humanisme. Oui, Gandhi, c'est un grand humaniste. Il y en a plein, hein, punaise. Louis Michel était une humaniste à sa manière. Victor Hugo était un immense humaniste. Garibaldi, Simon Bolivar, Martin Luther King, enfin punaise, il y en a quelques-uns des gens qui ont réfléchi le monde autrement que... quand même. Bah oui, mais je crois qu'il y en a encore. Hein. Mais ils ont eu moins d'impact dans le monde que les dictateurs, les Hitler. Ils ont moins d'impact. Ils ont fait tellement de mal les autres que... Depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à présent, même bon an mal an, on vivait à peu près dans... Bon, il y avait des guerres, évidemment, il y avait des conflits, il y avait le Rwanda, il y avait la Yougoslavie, il y avait tout ce que tu veux. Des conflits, il y en a toujours, mais on vivait à peu près dans pas mal de démocraties. Là, en ce moment, on sent qu'elles sont fragilisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Roman, tu as des questions des... Ah oui, tiens, tu veux? Oui, c'est vrai. T'as vu, Roman? Il est sur le coup. Je suis complètement sur le coup. Ouais. Roman, c'est... oui. Ah oui, tiens, tu veux? Ah, oui. Pas con. C'est pas con. Ah oui. Non, c'est vrai. Parce que pour la première fois, alors, premièrement, abonnez-vous. Mais pourquoi s'abonner? Mais s'abonner pour soutenir l'émission. Pour soutenir l'émission, mais surtout parce que maintenant, on va mettre une petite adresse mail là, et les gens qui sont abonnés,
uniquement ceux qui sont abonnés, ils pourront poser des questions à nos prochains invités. Plus, Bruno, pardon. En direct, ça? Non. Pas du tout en direct. Non, c'est-à-dire qu'on on passe l'émission, on l'enregistre, on la passe, et quand les gens l'ont vu, après, ils posent des questions. Et ça n'a plus aucun intérêt. C'est un peu le même principe que ton magazine. Oui, mais enfin... Non, c'est pas ça. Vous m'appelez après pour que j'y réponde. Ils pourront poser des questions aux prochains invités. On leur donnera le programme. Tu sais, Roman, il est en devenir, là, il a eu une idée. Donc... Il faut pas contrarier. C'est même pas moi qui ai eu l'idée, c'est des gens qui m'ont envoyé des mails en me disant, tiens, je voudrais poser des questions à vos prochains invités. Des abonnés, j'espère. Des abonnés. Donc là, t'avais des gens... J'en ai pas 50. Non, mais t'avais 3-4 qui t'ont dit, vous avez reçu Bruno Solo. Et vous allez recevoir. Vous allez recevoir... Qui? Non, ils m'ont demandé qui vous allez recevoir. Bah, Bruno Solo. Bon, j'ai des questions à lui poser. Merde. Ah bah oui, quand même. Mon vélo. Mon vélo. Martine Bac-2 qui nous demande, c'est quoi le rôle que tu rêvais de jouer mais que personne ne t'a jamais proposé? Oh là, c'est des questions auxquelles je suis incapable de répondre. Moi, je vis en fonction des projets à venir, pas des projets à côté desquels je serais passé. T'as pas un petit fantasme secret? Non, oui, j'adorerais jouer un chef d'orchestre. Beethoven. J'adorerais jouer. Non, Beethoven. C'est fou que tu aies joué Napoléon quand même. Ouais, Napoléon. Napoléon. Ouais. C'est le film sur lequel j'ai rencontré mon épouse en plus. Ah ouais. Avec Mathilde Seigné qui jouait elle, Madame Sans-Gêne. Non, c'est Madame Sans-Gêne. C'était elle qui avait le rôle principal. Et oui, j'aurais adoré jouer mais pas un personnage historique nécessairement, mais j'aurais adoré jouer un grand chef d'orchestre. Toutes les affres de la création, comme ça, me fascinent. Et t'as pas ressenti la malédiction des gens qui ont joué Napoléon, qui se prennent toujours pour Napoléon éternellement? Non. Mais ceux qui ont cette malédiction, attends, ils sont pardon, Roman, là, c'est une question. Mais non, mais c'est parce que... J'ai pas fini. C'est une question là que t'as improvisé. Ouais, complètement. T'as grové. Albert Dieudonné, le premier Napoléon d'Abel Gance, effectivement, mais après, Clavier, il a pas vraiment une malédiction. Pierre Mondy, qui l'a joué, n'a pas vraiment une malédiction. Rod Steiger, qui l'a joué. Il y a un paquet de gens qui ont joué Napoléon. Serge Lama. Serge Lama, absolument. C'est son costume que j'avais d'ailleurs quand je jouais Napoléon. J'avais le costume, on fait la même taille avec Serge Lama, visiblement. Donc il est pas bien grand, Serge Lama. C'est là que j'ai découvert. Ah non, j'avais le costume de Pierre Mondy. Non, Serge Lama. Twerk en espadrille te demande, t'as déjà été jaloux de Yvan Le Bolloc? Non, mais c'est pas du tout un sentiment qui m'anime, la jalousie. Vraiment, l'envie. Je peux avoir envie de ce qu'a l'autre, de ce qu'il a obtenu, etc. Mais ça ne se transforme jamais une envie furtive. Mais la jalousie, c'est pas un sentiment qui m'anime, même dans l'amour. Et puis en plus, quand j'étais gamin, moi, j'ai jamais fait de complexe. Je suis pas une belle gueule, tu vois. Mais j'ai jamais été gêné en me disant putain. T'aurais dû, hein. Ben oui, mais tu vois, ça m'a permis d'avancer. J'avais plutôt du succès. Alors évidemment, il y a le bagou, il y a l'argent de poche. L'argent de poche, tu parles. Ah, on était vraiment... Ah, pardon. Non, c'est pas terminé. Alors, Jean-Michel Paléo, plutôt déjeuner avec Louis XIV ou soirée poker avec Robespierre? Ah non, déjeuner avec Louis XIV, déjà parce que ça devait vachement bien bouffer. Et puis Robespierre, tu vois, il avait pas un sesterce devant lui. Et puis trop honnête pour jouer au poker. Poker, c'est un jeu de filou. Tu joues toujours? Non. M'en fait chier. Mais j'ai adoré jouer au poker longtemps. Maintenant, je joue à l'occasion. On s'est déjà croisé sur des tables avec Boubou, tout ça. Mais non, franchement, j'ai perdu m'en fous un peu du poker. Jacqueline du Plaisir. Ta plus grande honte en tournage, c'était quoi? Non, mais honte, c'est... Non, en fait, la honte, tu t'en remets, c'est quand tu mets les autres dans une situation embarrassante. Donc, j'ai joué à Roubaix. Un commentaire? Non. J'ai joué à Roubaix. On a tous joué à Roubaix. Voilà, j'ai joué à Roubaix Et on embrasse les Roubaisiens. J'ai joué un Fédo qui s'appelait le Système Ribadi avec Léa. J'ai vu. Voilà. Et tu étais très bon. On n'écoute pas les gens, tu étais très bon. Non, je sais que j'étais bien dans cette pièce. Et on était tous bien. Tiro Toto. Et j'avais une gastro, mais terrible. Et j'ai joué, je ne sais pas, j'articulais à peine. Je me retenais tellement que ça parte en spray dans tous les sens que j'avais les mains pleines des fourmis dans les mains. Je pouvais plus les ouvrir. Léa me donnait mes accessoires en les glissant dans l'interstice de mes doigts comme ça. Moi, j'avais une haleine épouvantable. Donc, elle avait une gastro comme de ça. La bouche? Bah oui, la gastro, le vomi ici, je foirais, tout ça. J'ai tenu quand même 1h30, 1h45. J'ai tenu, je me suis écroulé, mes partenaires.
Je me suis écroulé après le rideau. Il n'y a pas eu de rappel. Il s'est même pas relevé. Et mes partenaires ont vécu un enfer. Et ils m'avaient dit, viens, on annule. Et moi, je dis, non, on peut pas annuler. Et j'aurais dû annuler parce que non seulement j'ai fait une représentation de merde, c'est le cas de le dire, mais pour eux, c'était un calvaire pendant 1h40, quoi. Je suis sûr que le public n'a rien vu. Ah, si, il y a même des gens. Ils ont senti. Oui. Non, j'aurais pas dû jouer, j'aurais dû être moins orgueilleux. C'est un péché d'orgueil. C'est ça le problème. Quand on parle de Bono Solo, même tu fais un micro-trotte, le mot qui revient toujours, c'est l'orgueil. C'est vrai. La vanité. La vanité, la prétention. Orgueil et plaire à soi-même, vanité et plaire aux autres. Je préfère être orgueilleux que vaniteux quand même. Restons dans l'histoire, c'est bientôt la fin de l'interview. Quels sont les sujets dont tu aurais envie de parler, les périodes sur lesquelles tu voudrais mettre un coup de projecteur? La période qu'on est en train de vivre, là, dans une certaine mesure, le retour... Là, maintenant? Oui, la période qu'on est en train de vivre, là, justement, c'est là qu'il faut... Pas de l'histoire, c'est du présent, ça. Mais est-ce que l'histoire, c'est pas se souvenir du présent, justement? Ça veut rien dire. On ne veut pas se souvenir du présent. On est en train de le vivre. Une formule de Jules Renard qui est très belle, que je trouve. Est-ce que le bonheur et l'histoire ne serait pas de se souvenir du présent? Voilà. D'avoir conscience du présent. Mais c'est une formule, c'est de la littérature. C'est de la poésie. C'est une licence poétique. Ça me parle pas. Mais... Pour moi, c'est bite poil couille. Mais ça, c'est très bien, ça aussi. Et moi, non, mais je crois que là, aujourd'hui, oui, il faudrait véritablement qu'il y ait une prise de conscience de chacune et chacun pour se rendre compte à quel point on est au bord du précipice sur la paresse des idées. Tiens, je vais te lire un truc qui est très court, que j'ai lu il y a pas longtemps, et qui est une phrase d'un roman que j'ai lu, et franchement, je trouve que c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. C'est très court, je te le lis. C'est: l'inculture n'est plus un accident, c'est un drapeau. On l'agite avec fierté comme s'il s'agissait d'une victoire. On confond l'opinion avec la pensée, l'ego avec le talent et l'ignorance avec l'authenticité. Il ne faut surtout plus savoir. Savoir, c'est suspect. Lire, c'est élitiste. Réfléchir, c'est presque un affront. Voilà, la vérité, maintenant, c'est une opinion. Ça vient d'où, ça? Alors, je ne le sais plus parce que je l'ai lu, comme j'ai fait une capture d'écran sur mon téléphone parce que je suis tombé dessus. C'est quelqu'un qui l'avait posté et je lui ai demandé de qui était-ce et il m'a pas encore répondu parce que j'ai trouvé ça il y a 2 jours. Tu sais que quand les gens vont t'écouter, il y a 37% des gens qui vont dire: ah ouais, Bono Solo, le bobo gauchiste, donneur de leçons, ça revient tout le temps, ça. Ouais, mais alors déjà je suis pas bobo, ça vraiment pas. Pourquoi t'es pas bobo? Bon, parce que je ne vis pas comme un bobo. Mais si. Non. Bon, enfin, t'es dans le déni. On vit comme des bobos. Bobo, alors je sais pas. Alors peut-être que la vision est trop large ou que je ne la connais pas. Bourgeois bohème, c'est ça. Ancien bourgeoisé. On n'avait pas de rond quand on était jeune et on a eu un pouvoir d'achat. Bon, d'accord. On est des bobos, c'est pas un gros mot. D'accord, je suis bobo. Mais dis d'accord tout de suite, le temps de mon père, connard. Ouais, excuse-moi, je sais pas ce qu'il m'a pris, pardon. Je vais te casser la gueule après ou on peut le faire... Cracher à la gueule. Non, merci. Roman, crache-lui à la gueule. Non. Non, je suis pas fan en plus. Abonnez-vous. Abonnez-vous, par contre. Mais non, mais bon, alors d'accord, bobo, ok, je pense que le terme est devenu trop condescendant pour qu'on puisse le revendiquer. Moi, je crois que je suis tout simplement resté très proche de mes convictions. Je suis pas quelqu'un, tu vois, de bling bling. J'ai pas tout ça. Je m'en fous des bagnoles, je m'en fous de l'argent, je me fous de tout ça. Tu vas planquer en Belgique. Oui, j'en ai eu, j'en ai plus, j'en ai à nouveau. Moi, j'ai de l'argent essentiellement quand je tourne, et quand je tourne pas, j'en ai pas parce que j'ai pas de boîte, j'ai pas de maison, j'ai pas de maison. Droit d'auteur de Caméra. Oui, j'ai le droit d'auteur qui tombe et tout, mais c'est 9 millions d'euros par an. Hein. Ouais, putain. Et puis l'autre truc, gauchiste, oui, j'ai toujours été un homme de gauche, une gauche. Donneur de leçons. Donneur de leçons, non. T'as pas remarqué dans Non, je suis pas donneur de leçons. Bruno, pardon. Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai pas. Je finis. Si tu l'as dit. Non, je ne suis pas donneur de leçons. La formule, c'est. Oui, bobo, donneur de leçons et gauchiste. Voilà. C'est trop facile d'être les gens de gauche quand on a de l'argent. C'est les conneries. Et ceux qui réfléchissent un tout petit peu et qui s'arrêtent à ça, ce que je viens de lire, cette sorte d'inculture revendiquée comme un drapeau, quand on a un minimum de culture, de curiosité intellectuelle, et il ne s'agit pas tout simplement de fréquenter les bibliothèques pour avoir de la curiosité intellectuelle, ce n'est pas donner des leçons que de servir des leçons du passé ou des gens qui t'éclairent pour pouvoir effectivement transmettre. Voilà, moi j'aime bien transmettre, j'aime bien raconter. Et ça ne vient pas de moi, je ne suis pas un intellectuel, moi. Je me sers de ce qui me semble essentiel dans ce que j'ai lu, ce que j'entends, de certains intellectuels, mais de certains peintres, poètes, cinéastes, humoristes. Je m'en sers, je m'en nourris pour en parler et pour m'élever un peu. Tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui a dit un truc merveilleux, qui est mon credo, moi. Il a dit « Méprisez le peuple, bientôt il sera méprisable. Estimez-le et il s'élèvera. »
Et moi, je crois qu'on est tous à même de pouvoir s'élever. Mais par contre, quand on devient paresseux, on peut tous devenir méprisables. Et moi, le premier. Donc, je fais juste gaffe à ça. Et en aucun cas, je suis un donneur de leçons. Et j'emmerde les gens qui pourraient penser que je suis un donneur de leçons. Je ne le suis pas. Tu n'es pas que ça. Tu es un bobo et un bobo ouais. de gauche, oui, donneur de leçons, et tu vis dans la gauche caviar. Non, pas du tout. Je fréquente pas du tout le pouvoir. Je m'appelle pas Solo pour rien, moi. Ils sont pas jeunes, ceux qui m'ont vu dans des soirées ou dans des trucs comme ça. Je ne fréquente pas Bruno, les genres des pouvoirs. Je ne balance pas. Je t'ai vu à Saint-Tropez c'est arroser le cul des putes avec du cristal Rodrer. Je suis allé 2 fois à Saint-Tropez. Une fois pour tourner La Vérité si je mens. En mois d'avril, il faisait super froid. C'était pour le mariage de Serge Benamou, de José Garcia. Et une deuxième fois, invité par un animateur télé qui m'a fait venir là-bas dans sa villa. Et j'étais ravi d'y aller. Nagui. Et qui a une villa là-bas depuis très longtemps. Et qui a eu la gentillesse de m'inviter pour une partie de pétanque avec toute une bande de potes. Mais autrement, je suis jamais allé à Saint-Tropez. Moi, je passe mes vacances dans le sud-ouest. Où ? Non, je le dirai pas. Mais si, pour que les gens découvrent. Non, mais c'est quelle région ? Seignos, je suis là-bas, moi, je suis des Landes, les Landes du côté de ma mère et Pays Basque. Quel village ? Seignos. Ah oui, c'est beau, Seignos. Il y a tout, il y a tout ce que j'aime là-bas. Et j'ai failli, je vais te dire un truc, il y a du golf. T'aimes bien le golf ? Eh oui, je joue au golf, Ah ouais, vraiment le beau. Oui, c'est vrai. Puant, quoi. Voilà, j'ai de leçons à recevoir à personne. Sauf de Rory McIlroy. Ça, j'aimerais bien avoir une leçon de Rory McIlroy. Je sais pas qui c'est. C'est celui qui vient de gagner le Master d'Augusta il y a quelques semaines. Quand on passe l'émission. C'est un sport de grabataire, le golf. Oui, c'est ça. Oui. Viens jouer au golf, tu vas voir s'il y a des grabataires. Va voir les bras de Bryson DeChambeau, de Rory McIlroy, tu vas voir si c'est des valétudinaires, des aigrotants et des grabataires et des kakoshim. Tu m'as perdu, Bruno. Alors, puisqu'on a la chance d'accueillir Bruno le comédien, Bruno l'historien le passionné d'histoire. Et Bruno le philosophe. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la face du monde là ? Philosophe, on l'est tous. Est-ce que tu pourrais crier une révolte là, un coup de gueule Mon père, quand j'étais petit, il m'avait appris une chanson. Ploum, ploum, tralala, anarchie vaincra. Voilà. C'était un truc que je disais à l'école, je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça mignon. Il me disait ploum, ploum, tralala, anarchie vaincra. Voilà, c'est tout. J'ai envie de dire ça. Soyez libres. Le temps passe vite avec toi, Autant que Bruno. faire se peut. Le temps passe vite, il y avait encore plein de questions. Vas-y, on a tout le temps. Tu feras du montage après. Non, on est en direct là. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est passé en direct pendant l'émission. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une émission qui, techniquement, est capable d'être enregistrée et de passer en direct. Ça, il a jamais vu, Ardisson. Est-ce qu'il y a C'est pas avec lui qu'on a appris ça. Est-ce qu'il y a des choses historiques auxquelles tu ne crois pas ? Sans faire du révisionnisme, mais par exemple, tu pourrais dire, moi je crois que Hitler s'est pas suicidé dans son bunker, on n'a pas de traces. Non, bien sûr que si, il s'est suicidé dans son bunker, on a toutes les preuves. Des faits historiques sur lesquels je pourrais avoir le doute. Pardon de te couper, mais je trouve que Lénine, il a fait un truc incroyable, parce qu'ils ont retrouvé un bout de mâchoire du cadavre d'Hitler. Ils avaient ça. Staline, pas Lénine. Staline, pardon. Et il l'a pas dit aux Américains pour que les Américains continuent à espionner et qui Ah oui, ça c'est possible. Je l'ai jamais lu ça, mais je trouve ça. Ouais, ça me tente. Qui dépense de l'énergie ailleurs. Ça ne m'étonne pas de la part de Staline. Ouais. C'est un immense Machiavel, manipulateur et assassin. Non, des énigmes sur lesquelles il y a consensus. Moi, je préfère m'en remettre au travail sérieux des historiennes, des historiens qui travaillent sur certains sujets et qui peut-être un jour nous diront, voilà, on vient de découvrir quelque chose. Bon, voilà, et tiens, une grande énigme que j'aimerais bien avoir le fin mot, comme beaucoup d'entre nous. Je suis né en 64. Donc 2 ans avant l'assassinat de John Kennedy. Il semblerait que ça y est, le FBI va ouvrir ses archives, c'est même Trump qui l'a annoncé et il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que là on va découvrir effectivement le fin mot de l'histoire. Est-ce que c'est véritablement effectivement un tueur isolé comme Harvey Oswald. Oswald a été instrumentalisé. Est-ce qu'il a été instrumentalisé ? Est-ce qu'il y avait plusieurs tirs ? Est-ce que, voilà, tu vois, moi je me souviens avoir vu le film très troublant d'Oliver Stone, JFK, c'est JFK, ça s'appelle. Oui, le film était troublant. Avec Kevin, d'ailleurs, Costner, dans le rôle principal. Bon, le film était suffisamment troublant. En même temps, il a des relents complotistes, disent certains historiens d'histoire américaine.
Donc, on va voir. Mais là, j'aimerais bien qu'on ait le fin mot pour savoir si Kennedy, on commence à se douter qu'il y avait sûrement un complot derrière, un complot d'État, mais sûrement pas Lyndon Johnson, par exemple. Lyndon Johnson n'était sûrement pas au centre du truc. En revanche, des anticommunistes primaires, des gens déçus que Cuba prenne son indépendance et que Batista a été viré à la place de Castro. Ça, peut-être qu'il y avait des trucs, il y a des trucs qui puent. Mais ça, j'aimerais bien savoir, oui. Et je pense que des historiens vont se pencher là-dessus. Et quand ils vont ouvrir les archives, on va avoir quelques révélations dans les années qui viennent. On va terminer en beauté. Ouais. Tu vas t'intéresser à Roman et je te laisse lui poser toutes les questions que tu as envie de lui poser. D'accord, même première question, pourquoi il faut s'abonner? Alors, il faut s'abonner parce que déjà, c'est une émission formidable, mais qui n'a pas assez d'abonnés. Je vais te reposer la question parce que là, avant de me convaincre, le dernier qui m'a convaincu avec des arguments comme ça, il est pas jeune. Pourquoi faut s'abonner, Roman? Parce qu'on a des invités formidables. Ça, déjà, ça c'est une bonne piste, ça. Très belle programmation. Je suis le premier et le dernier invité, alors donc. Tu es dans les parties du. Tu es dans le gratin. Tu es dans le gratin. Alors, il y a eu des demandes. Tu as été réclamé. Bon. Non, il y a eu des demandes. Cracotte du 59, notamment. Voilà. Qui te réclamait. T'as vraiment des fans. Non, d'ailleurs, ça, je l'ai découvert. J'ai des gens. non, mais il est odieux. Pas du tout. Net Antibio de Marne-la-Vallée à qui t'a filé une saloperie parce qu'elle est toujours sous-traitée. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens ça fait longtemps que, par exemple, que Caméra Café ne passe plus à la télé, etc. Si, c'est pour ça, en fait, que les gens continuent à parler de ça parce que ça passe tous les samedis et tous les dimanches sur Paris Première et sur W9. Tu fais beaucoup d'autres choses, notamment ces émissions historiques, etc. Et tes films. Enfin, t'as quand même une palette. Et les livres. Et les gens à qui je demandais. C'est le deuxième, le livre. Celui-là. Non, mais attends, ne chie pas sur la post-prod. Parce que à l'antenne, on verra ton livre. Oui, d'accord. C'est pas bien ce que tu fais, Bruno. Non, c'est pas bien pour le groupe. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien pour l'émission. C'est pas bien pour ton livre. Oh, c'est le deuxième, celui-là, Bruno. Ouais. Comment il s'appelle? Oh, oui, c'est Le Voyageur d'Histoire. Deux mots. Ouais. Sur mon livre. Le premier, je l'ai écrit pendant les visiteurs d'histoire, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Je me suis inventé un dîner qu'on n'avait plus le droit de faire, puisqu'on n'avait plus le droit d'inviter qui que ce soit, de recevoir. Pendant un moment, on était un peu soumis à ce truc-là. Bon, on peut en discuter pendant des heures, mais bon, je faisais partie des gens un peu panurgiens qui ont obéi. Je le regrette pas. Il faisait des dîners clandestins. Non, justement. Il faisait payer 80 €. J'étais de toute façon, j'étais très bien avec ma femme et mes enfants. J'ai adoré cette période parce que le premier confinement, on va pas se mentir, il était merveilleux. Souvenez-vous, c'était une sorte de printemps. Et moi, j'habite quasiment dans une forêt. Il y avait des animaux qui arrivaient dans la résidence. C'était ouf. Où ça? À Meudon. Et j'ai adoré vraiment cette période. Et on était avec ma femme, mes enfants. Bon, voilà. Bref. Quelle rue à Meudon? Et très jolie rue, là, rue du Bel Air. Mais bon, elle est très 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 longue. Donc avant de savoir où j'habite. C'est beau là-bas. Loin de la maison de Céline? Et alors oui, j'habite pas si loin. Les maisons de feu Céline. Bon, donc j'organise rien du tout et je me dis, et si je me faisais un dîner idéal, passionné d'histoire, présentant des émissions d'histoire, je me dis, je vais faire un dîner avec des morts, avec Clovis, avec Louise Michel, avec Georges Mandel, avec Michel L'Hospital, avec Drucker, et donc voilà, tous ces gens-là, je les invite et je discute et je les fais se rencontrer. J'écris un livre très rigoureux, très sérieux, avec mon ton humoristique où je déconne, je les provoque un peu, voilà. Et le deuxième, je me suis dit, parce que le premier a très bien marché, donc on m'a dit, il faut en écrire un deuxième. Et j'ai eu une idée de faire le voyageur d'histoire. Là, je ne reçois plus des personnages historiques, mais je vais à leur rencontre. Donc je vais voir Cléopâtre, Rabelais, Artemisia Gentileschi, qui est ma peintre préférée, la comtesse de Ségur, Jacques de Molay. Et je vais je me fais contemporain de leur époque. Et en fait, je m'invente une histoire idéale. Je vais faire le dernier dîner de Brillat Savarin, quelques jours avant qu'il meure, pour qu'il me fasse à moi seul, son dernier dîner. Je me fais des petits fantasmes comme ça. Je deviens comédien pour une pièce qui m'intéresse. Je deviens le disciple de Rabelais. Je vais voir Suétone, qui a écrit La vie des 12 Césars, et je lui pose des questions. Et voilà. Et c'est génial de pouvoir se projeter dans la vie de ces gens-là. Donc je décris. C'est ce que disait Maï Brandt. Ouais, se projeter. C'est génial de pouvoir se projeter. Ouais. Bruno, merci. L'émission était... Et c'est pour ça que le livre, il est vachement bien, aux éditions du Rocher. L'émission était formidable. Alors, moi, ce que je me dis, parce qu'on a reçu des gens moins intéressants que toi. Non, mais c'est vrai. Et on va continuer à recevoir des moins intéressants. Non, moi, ce que je propose, pour pas être malhabile avec les autres, c'est de ne pas diffuser cette émission. Ce serait dégueulasse par rapport aux autres invités qui ont été moins bons. C'est pas, je suis un peu bavard, pardon. Ouais. Des fois, je me prends, des fois un peu. Ouais. Merci Bruno. Mais c'était très cool. Oh, j'adore la musique. Ça veut dire qu'il faut partir. Générique fin. Ok. Bah écoutez, c'était chouette les gars. Pourquoi il faut s'abonner?
Pour vivre des moments comme ça. Pour ton entrain. Venez les mecs, on se tient la main. Il faut s'abonner pour vivre des moments comme ça. Donne-moi. Voilà, c'est pour ces moments-là qu'il faut s'abonner.